Bienvenue au podcast Jason Ambition, le podcast qui t'inspire à devenir la meilleure version de toi-même. Animé par votre préféré, Rosalie Boyer. Podcast Rosalie. Podcast Rosalie. Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode du podcast Jason Ambition. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une femme qui se distingue énormément dans le domaine de la sécurité financière et j'ai nommé Marianne Spear. Je sais pas si je prononce ton nom de famille comme l'allure. Oui, comme Britney Spears, mais sans S. Superbe introduction. Merci, Rosalie. Parfait. Donc, comment ça va, Marianne? Ça va bien. Je suis tellement contente d'être ici aujourd'hui. Là, j'ai écouté ton podcast avec India Desjardins en m'en venant. De la saison 1, ouais. Genre, je suis quand même fière là, de faire partie de tes invités cette saison-ci. Mais là, ça me fait plaisir. Je suis contente que tu aies accepté aussi l'invitation. Tout d'abord, pour donner un petit peu plus de contexte là, aux auditeurs à propos de ta profession, je t'invite à commencer par expliquer un peu ce que tu fais dans la vie. Bien, depuis quand même assez récemment, j'ai obtenu le titre de conseillère en sécurité financière. Fait que moi, j'ai fait mon DEC en services financiers. Là, je continue mon bac en finance. Fait que ça fait quand même longtemps que je veux avoir ce titre-là. Mm-hmm. Mais en finissant mes études au cégep, j'avais comme 19 ans, je me voyais pas vraiment faire des projections de retraite puis parler de REER. J'étais encore chez mes parents et tout. Fait que pour moi, ça faisait comme pas de sens de pas avoir de vécu de la vie financière d'un adulte, mais de le conseiller sur sa vie financière d'adulte. Fait que je suis partie de chez mes parents à 18 ans, en fait qu'à 19, j'étais partie. Puis j'ai continué l'université en faisant mon émission qui s'appelle « Parler d'argent, c'est pas stressant ». C'est une émission citoyenne à ma TV. Fait que c'était une émission qui avait comme objectif de parler de sujets d'économie pour... C'est moi, premièrement, me donner une idée du style de questions que j'allais pouvoir avoir le jour où j'allais être conseillère. Ouais. Puis aussi pour informer la population de comme plein de sujets qu'on parle pas vraiment à l'école. Fait que j'ai fait ça pendant 5 ans quand même. Puis je faisais pas juste ça, je pouvais pas gagner ma vie de ça. Donc, je donnais beaucoup d'ateliers aux nouveaux arrivants sur le système bancaire, système d'impôt au Canada. Je faisais d'autres contrats un peu d'animation aussi. Puis à un certain moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est ce que je veux encore, être conseillère? Est-ce que ça a encore du sens pour moi? Mais je pense que c'était plus la peur qui parlait parce que je m'approchais vraiment de mon but. Tu sais, j'étais rendue à une place où je me voyais faire ça, mais j'avais peur de comme pas passer les examens à l'Autorité des marchés financiers. Quand tout le monde me disait, voyons, t'es déjà la référence, c'est sûr, tu vas les passer. Donc, bref, énorme introduction pour dire qu'aujourd'hui, je suis conseillère en sécurité financière. Je fais plus l'émission en tant que telle, ça continue d'être diffusé, puis la vulgarisation financière, la littératie financière, ça reste vraiment dans mes valeurs. Je fais ça day-to-day avec mes clients aussi, mais plus at large, c'est que vraiment, je fais une planification plus moyen-long terme de la vie financière de mes clients. Fait que j'aide au niveau des projections de retraite, au niveau des besoins d'assurance, puis démarrage d'épargne pour certains. Fait que maintenant, tu as officiellement fini ton parcours d'études là-dedans, tu as ta certification. Ouais. Puis... Il n'est pas fini à 100% parce que c'est un domaine que tu vas toujours passer. Tu sais, juste pour garder mon permis de conseillère, il faut que je fasse des formations à chaque année. Puis ultimement, moi, je veux vraiment avoir le titre de planificatrice financière. Fait que pour ça, je dois finir mon bac, je dois faire une formation avec l'Institut de planification financière, puis après ça, l'obtenir. Mais en tant que tel, le titre de planificateur financier va me permettre de faire vraisemblablement ce que je fais avec mes clients en ce moment. C'est juste que je vais pouvoir offrir aussi ce qu'on appelle un service de planification financière. Plus personnalisé à chaque client, je dirais que c'est plus... c'est vraiment spécial parce que dans le domaine, tu sais, il y a des gens qui ont le titre, il y a des gens qui l'ont pas. Si j'avais genre 35 ans, j'irais pas nécessairement le faire. Mais là, c'est vraiment parce que je suis encore très jeune. Ça peut encore valoir la peine d'aller décrocher ça. Ben oui, absolument. Puis c'est une super belle formation. Puis c'est vraiment un titre qui permet aux consommateurs aussi de comme pas avoir de questions sur ton parcours. Tu sais que si tu as fait le planif, tu as comme eu des études universitaires ou des études supérieures vraiment dans ce domaine-là. Comparativement à conseiller en sécurité financière, moi, j'ai fait un DEC en services financiers, mais j'aurais pu le faire en autre chose puis quand même passer mes examens à l'Autorité des marchés financiers. OK. C'est-tu quand même un domaine qui est contingenté? Contingenté dans le sens que c'est difficile de rentrer dedans?
Ouais, puis est-ce que c'est des examens qui sont comme super difficiles? C'est-tu un peu comme... moi, ça me fait un peu penser au droit, tu sais, dans le sens que tu as plusieurs échelons différents. On dirait que c'est un petit peu bâti de la même façon. L'examen de planificateur financier, c'est un gros examen. Là, il est quand même assez difficile. Les examens à l'AMF aussi le sont. L'AMF, c'est? L'autorité des marchés Ok, financiers, parfait. excuse-moi. Mais non, il n'y a pas de problème. C'est juste, je suis tellement pas encore dans ce domaine-là. Ben oui, mais c'est c'est normal. tellement pertinent d'avoir ces conversations-là parce qu'on dirait que tout le monde autour de moi, je leur parlerais de l'autorité des marchés financiers, tout ça. Puis la personne serait comme, tu me parles en chinois en ce moment. Ben, c'est normal, oui, c'est tellement important de le vulgariser puis de faire ce que tu fais. Puis je trouve ça tellement beau à voir que justement, dès un jeune âge, tu fais déjà ça pour comme tout démystifier ça puis rendre ça plus simple, tu sais. Ben merci. Ben, je pourrais faire une petite parenthèse justement sur l'autorité des marchés financiers. Dans le fond, c'est un organisme d'autoréglementation du domaine des services financiers. Fait que, tu sais, en tant que tel, ma job, dans le fond, tout le monde qui est conscient en sécurité financière ou planificateur financier, la plupart du temps, sont travailleurs autonomes. À moins que tu t'en vas travailler pour une banque ou pour une caisse, là, tu sais, t'es salarié. Mais la plupart du temps, tu es travailleur autonome puis tu te rattaches à une bannière pour la distribution de tes services, pour des raisons de conformité, parce qu'il y a tout vraiment, on est très conformé dans notre modèle, dont l'autorité des marchés financiers qui nous conforme. Plusieurs politiques à respecter, tout ça. C'est ça. Fait que l'autorité des marchés financiers, elle, c'est elle qui dessert les permis aux gens qui veulent devenir conscients en sécurité financière, qu'ils deviennent autonomes ou dans une banque. Il faut passer ces examens-là. Puis c'est eux qui donnent ton permis. C'est eux aussi qui s'assurent que ton permis, tu le renouvelles à chaque année puis que tu as eu le nombre de formations suffisantes dans l'année pour le renouveler. Fait que eux... Faut tout le temps rester à jour, là, à ce moment-là. C'est ça. L'autorité, ils ont vrai... Puis c'est bon pour le consommateur de savoir que ça existe parce que oui, c'est l'organisme qui réglemente le domaine, mais ils ont aussi vraiment un gros mandat de s'assurer que les consommateurs ont la bonne information. Puis, tu sais, s'il y a des gens qui ont des doutes par rapport à quelqu'un qui les approche pour offrir des produits ou des services financiers, c'est à l'autorité qu'ils peuvent se rapporter. Il y a même un registre sur le site de l'autorité des marchés financiers où est-ce que tu peux marquer le nom de la personne qui t'approche pour ces services-là. Okay. Puis, tu vas voir les titres qu'il y a. Fait comme moi, tu vas voir que j'ai le titre de conseiller en sécurité financière. Il y a moyen de vérifier ça là, en tant que particulier ou en tant qu'entreprise pour valider le niveau de professionnalité de la personne avec qui tu travailles. Oui, c'est ça. T'sais, c'est sûr que si quelqu'un, justement, t'approche pour, mettons, les fameux finfluencers, là, si quelqu'un t'approche pour avoir une formation, pour faire beaucoup d'argent ou etc., ben peut-être aller voir s'il y a ses permis avant. Puis savoir que s'il n'y a pas ces certifications, en fait, moi, mon permis, ce qui me permet de faire, c'est d'offrir des produits et des services financiers comme des comptes d'investissement, des assurances. Sans ça, tu peux vraiment pas l'offrir. Mais ça vient aussi avec le droit de conseiller quelqu'un sur ses comptes de placement, sur ses comptes d'investissement, puis sur ses assurances. Parce que sans ça, on n'est pas supposé pouvoir conseiller. Fait que moi, depuis que j'ai fait mon deck, ça fait pas tant longtemps, mais quasiment 4-5 ans, j'ai eu la formation qui me permettait de conseiller les gens. Puis je recevais des gens dans les émissions. Des fois, je connaissais pas mal les réponses. Puis je recevais des demandes sur mes réseaux sociaux par rapport à des situations particulières, comme est-ce que j'aurais ça dans un CELI? Puis je répondais pas parce que j'avais pas la réponse, mais parce que j'avais pas le permis qui était rattaché à. Fait que pour moi, c'était comme la première étape la plus importante, mais d'aller chercher le permis, ça voulait aussi dire que là, ma priorité, ça pouvait plus être les podcasts puis les émissions. Il fallait vraiment que ça soit mes clients. Fait que je devais comme tourner la page sur ce chapitre-là. Fait que c'était tout un questionnement que j'ai eu. Mais là que je l'ai fait, je suis vraiment contente. Je suis vraiment fière de moi. J'ai vraiment l'impression que tu as pris la bonne décision. Oui, parce que c'est ça qui me manquait avec l'émission. Je trouvais ça vraiment stimulant au début, mais... C'est à la base, pourquoi j'ai parti l'émission, pourquoi j'ai étudié là-dedans, c'était parce que je voulais être en face de des gens, puis regarder leur situation, puis... Le contact humain, puis aider les gens puis à arriver avec des solutions aussi. Tu sais, veux pas, genre, moi, je te trouve vraiment bonne de faire ce que tu fais, là. Puis j'ai eu vraiment la passion pendant un bout, mais reste que... Tu sais, à un moment donné, avec l'émission, puis avec les autres apparitions que je faisais, on était toujours en train de parler d'un problème ou de parler de quelque chose dans la société, puis de comment qu'on aimerait que ça change. Mais, tu sais, je finissais jamais l'entrevue en étant comme, c'est ça la solution, puis on part, puis... Mais là, c'est ce que j'arrive à faire dans mon travail, puis j'ai comme retrouvé vraiment mon énergie que je commençais à perdre, honnêtement, dans les dernières années, là. Mais c'est vraiment beau à voir. Est-ce que tu as toujours eu ce métier-là
comme idéal de profession ou quand tu étais plus jeune, t'avais complètement d'autres rêves puis finalement ça a changé en cours de route? Ben vraiment, mettons, Marianne, 7-8 ans, elle voulait promener des chiens dans la vie, là. Ah! Il disait, ça veut pas. J'étais comme, moi, je vais différent. promener des chiens. Puis il était comme, c'est pas une job vraiment à temps plein, là, possible. Ouais. Quoique je suis C'est sûre un bon qu'aujourd'hui- side hustle. Ouais, c'est ça, side hustle. Puis plus autour du secondaire, je voulais plus m'en aller en relation d'aide. Fait que je pensais comme psychologue ou travail social, ces Le choses-là. contact humain. Ouais. Puis au secondaire, mais moi, mes parents se sont séparés quand même jeunes. Mais il n'y avait pas eu de problème vraiment avec leur divorce, sauf vers le milieu de mon secondaire, quand là, j'ai comme demandé d'aller à l'école privée. J'avais envie d'avoir un peu plus d'encadrement. Bref, ils se sont mis à avoir des chicanes au niveau de l'argent. OK. Puis là, j'ai vu comment est-ce que ça peut comme pourrir une Diviser les relation. gens. Ouais, quand que l'argent, c'est pas clair au début, quand on n'a pas comme de support pour comprendre dans quoi on s'est embarqué quand on s'est marié, Ouais. puis aussi quand on s'est divorcé. Fait que j'ai comme commencé par premièrement voir ça. Parallèlement à ça, ma mère, elle a genre eu un cancer du sein, OK. exactement dans ces années-là, là, secondaire 4, secondaire 5. C'est tellement en plus des années que ça doit te marquer en tant Ben que, oui, en ben tant que oui. jeune. Puis là, moi, j'avais décidé à ce moment-là, tu sais, une des chicanes qu'il y avait eu, c'est parce que j'avais décidé d'habiter juste avec mon père. Fait que là, ma mère perdait la pension. Puis là, en tant que telle, est-ce qu'elle perdait vraiment la pension parce que c'était pas une décision qui était prise devant un juge? En tout cas, ça a été vraiment compliqué. Puis je me suis dit, ben je veux aller dans la relation d'aide, mais je pense que je pourrais comme aider des gens à planifier leurs choses ou être la personne ressource quand ils ont un événement comme ça qui se passe dans leur vie pour... Tu sais, je suis pas dans le domaine Alléger du droit, ces mais tensions-là. je peux, c'est ça, mais j'ai un réseau qui me permet de, je connais bien la situation de la personne, tu sais, financière, parce que c'est, mettons, mon client. Fait qu'après, je peux plus lui dire, ben tu peux aller voir telle personne. En plus, je travaille aussi avec cette personne-là, puis on peut trouver des solutions. Fait que quand que mes parents y ont eu ces chicanes-là, ça a été mon premier comme flag que je me suis dit, ben drapeau, que je me suis dit, hey, les services financiers, ça pourrait m'intéresser vraiment. Puis quand ma mère elle a eu son cancer, ben là, c'était toute la question des assurances qui devaient rentrer en compte, être travailleur autonome. Puis je me souviens que je l'aidais avec les contrats, à faire la réclamation. Puis C'est là que ça t'a donné la piqûre. oui, je me suis dit comme, tu sais, là, tu sais, quelqu'un qui a une maladie grave ou une invalidité, quand que ça l'arrive, Il fait c'est pas tellement avoir à important. se soucier de ça, puis de la Non. paperasse. tu sais. ben c'est ça, c'est tellement important d'un, tu sais, qu'il avait eu les bonnes protections au début, puis que le jour que ça l'arrive, il y a quelqu'un qui peut l'accompagner là-dedans. Puis je me suis dit, crème, je pense que je serais bonne, puis j'aimerais ça. C'était le début d'une belle passion à travers ça, puis d'un Ouais. intérêt envers ce domaine-là. Ouais. Fait qu'à partir de comme secondaire 3-4, c'était clair dans ma tête. Puis j'ai vraiment eu une année qui était comme, mettons, 2022, là, que je me suis dit, je sais plus si c'est ça que je veux faire. J'ai pris une année off. J'ai juste fait des contrats d'animation pendant cette année-là. Puis je me suis dit, est-ce que c'est plus la com vers quoi je pourrais m'en aller? Puis c'est là que j'ai comme, en fait, perdu l'objectif que j'avais derrière tous mes projets de communication. Puis là, la motivation était moins Toutes là. les intentions derrière ça, Ouais. d'aider les gens, parce que les coms, c'est large. Là. Mais ça l'aide quand même, là. Mais tu sais, c'est juste que c'est comme... C'est juste que j'avais un petit peu peur de... J'étais rendue tellement proche de mon but Mais que j'avais un oui. peu peur. Puis je pense que c'est sain aussi de regarder, genre, Les aux autres alentours, avenues, là. puis ouais, Ben, ben c'est oui. ça. Fait que- Regarder les autres opportunités qui pourraient s'offrir à toi, tout ça. Tu as un peu parlé justement que tu étais animatrice. Ouais. Est-ce que tu veux nous expliquer comment c'est arrivé, cette opportunité-là, dans ta vie? C'est-tu toi qui as été la chercher? Ça t'a-tu été offert? Ouais. Ben, ma mère est dans le domaine des coms, OK. puis relationniste de presse, là. Et puis, elle m'avait dit en cégep, ma première année de cégep, je faisais mon DEC en services financiers, puis j'avais créé un événement avec le club entrepreneuriat de mon cégep. Je participais au club, qui s'appelait Ton nom à crédit. Puis c'était comme une soirée où est-ce qu'on invitait plein de gens pour les former sur différents sujets de finances personnelles. OK. C'était divisé en 3 parties. Il y a une partie, c'était un atelier qu'on faisait un budget. L'autre, on parlait du crédit, justement. Puis le troisième, on faisait leur quiz de profil de consommateur. C'était pour tous les âges, n'importe qui pouvait y assister puis participer aux activités. Ouais. Au début, je l'avais fait un peu comme pour le cégep, mais finalement, il y a même eu des gens qui ont juste vu l'événement sur Facebook qui sont venus. Puis ces gens-là, je me souviendrai, c'était des nouveaux arrivants. Puis c'est comme drôle parce que ça fait un parallèle avec le contrat que j'ai eu pendant des années un full après. circle moment. Ouais, de donner des ateliers aux nouveaux arrivants. Puis même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients ces temps-ci que c'est des nouveaux arrivants ou des immigrants que ça fait quelques années qu'ils sont là, mais que, tu sais, là, ils sont bien établis, puis c'est le temps de comme, comprendre c'est quoi leur RQ. Ouais. Ils n'ont pas le choix de commencer à se responsabiliser avec ça, puis ils veulent aller chercher les ressources un peu dans ce Ben, domaine-là. c'est ça, tu sais, ça fait des années qu'ils le voient passer sur leur talon de paye ou des mois, puis ils sont comme, bon, ben, c'est pourquoi que je le paye. Ouais. Puis c'est du monde avec qui j'adore travailler, là. Fait que...
Oui, c'est incroyable à quel point c'est vrai que ça peut aider sur plusieurs points à pas mal tout le monde. Ouais. Tout Fait le que monde j'ai a pas besoin répondu un à ta petit peu question, dans le fond. Mais c'est qu'en faisant cet événement-là, ma mère a trouvé que c'était vraiment bien organisé, puis je l'animais en tant que telle. Puis elle a dit, ah, t'aimerais peut-être ça, il y a un contrat d'animation à Ma TV, qui est une chaîne citoyenne, pour leur émission d'été, ça te ferait une job d'été. Puis j'étais comme, ben oui. Fait que je suis allée passer l'audition. Puis à la fin de mon audition, le directeur de la programmation, il est comme venu me voir, puis il m'a dit, cool pour ton audition, mais savais-tu que tu peux aussi déposer un projet citoyen? Puis j'ai vu que tu avais fait un événement à ton cégep. Ma mère avait été capable de m'avoir quelques articles dans les journaux pour cet événement-là. Puis il a dit, nous, on t'appuierait si tu veux faire un projet d'émission qui serait comme les finances personnelles pour la plus jeune population. C'est fou que tu t'es approché directement en donnant un peu carte blanche pour faire le projet que tu voulais. J'avais genre 18 ans. Là. J'avais 18 ans quand on a tourné le pilote. Puis ça a commencé pour... J'ai eu comme la vraie acceptation à 19, là, parce qu'ils ont tourné le pilote avant de... Il m'a dit on t'appuierait, mais ça voulait pas dire le projet est accepté. Ça veut dire on va voir t'as l'air de quoi devant une caméra, puis le concept pourrait être comment. On va voir si ça passe le test en premier, puis après, si tu fais tes preuves, on va te prendre puis te donner cette opportunité-là. Oui, ça a été tellement de belles opportunités, puis j'ai adoré ça, puis ça a été difficile de comme le laisser de côté un petit peu, là. Ben, de leur dire que c'était ma dernière saison, la dernière saison. Mais à les connaître, ça va être en rediffusion pour toute la vie. Fait que au moins, c'est pas mort, là. Ils vont recycler ça encore pour des années parce que de toute façon, des notions en ressources personnelles, je pense qu'en finances personnelles, là, des ressources que tu offres aux gens, je pense que ça... Oui, ça peut changer avec le temps, là, en fonction des règlements, des lois qui changent. À chaque année, les barèmes changent, là, mais la formule souvent reste la même. C'est ça. Ça peut toujours servir à quelqu'un qui va écouter l'émission puis qui va se dire « Hey, peut-être que ce serait une bonne idée de penser à mes finances personnelles puis à commencer à me concentrer là-dessus davantage. » Oui, puis c'est ça. Ce serait une bonne idée de penser à nos finances personnelles, mais c'est ça que je me disais en commençant l'émission, mais de plus en plus en le faisant, puis là, de plus en plus en ayant des cas concrets. Tu sais, c'est comme les gens, ils pensent à leurs finances, là. C'est juste de créer un écosystème où est-ce que les gens peuvent avoir confiance, parce que... Un encadrement. Oui, puis tu sais, mettons, c'était aussi mon objectif avec l'émission, c'était que les gens commencent déjà à me voir, puis que je crée déjà un lien de confiance avec eux, parce que je suis travailleur autonome, là, en ce moment. Moi, je suis rattachée à Beneva pour mes services, mais tu sais, les gens, il faut qu'ils veulent travailler avec moi, puis on parle de leur argent, là. Puis la plupart des gens, s'ils n'ont pas quelqu'un à qui ils peuvent faire confiance, bien, ils vont se tourner vers leurs parents ou vers leurs amis pour poser des questions puis avoir des conseils. Mais souvent, c'est pas ce qui va vraiment les aider à atteindre leur objectif financier. Puis le domaine en tant que tel, l'autorité des marchés financiers, là, le réglemente de plus en plus, ce qui j'espère, va redonner confiance aux consommateurs en le domaine. Mais tu sais, si je parle des banques, il y a pas mal de monde qui vont me dire « Ah, les banques... » Ou si je parle d'un conseiller en sécurité financière, « Ah, il y en a un qui m'a approché, là, puis j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop compris. » Tu sais, c'est poche, mais il y a beaucoup de gens qui ont été approchés par des gens du domaine ou qui ont reçu des conseils financiers qui n'ont pas vraiment compris pourquoi ou qui n'étaient pas exactement ajustés à leur situation. Qui n'étaient pas assez informés par rapport à ça, puis... Oui, ben oui. Il faut être quand même sensibilisé au fait qu'il y en a qui vont le faire pour leur propre... qui vont le faire, mais sans avoir de certification, qui vont pas donner les bons conseils, les bons conseils, c'est ça. Ça, c'est vraiment grave, là, comme ils peuvent vraiment se faire sanctionner, là. Puis j'espère que non, mais tu sais, même des... j'en ai eu, là, des clients qui ont reçu des conseils, par exemple, de leur conseiller à la banque, puis... ils n'ont pas trop compris pourquoi. Puis là, ils m'arrivent un peu en peur ou un petit peu déjà sur la défensive. Là. Puis c'est pas que la personne a nécessairement donné un mauvais conseil, son ancien conseiller, mais c'est dans tout le fait d'être capable d'expliquer au client pourquoi est-ce que c'est à son avantage. Puis souvent, on part d'extrêmement loin. On part de des gens qui comprennent pas le système d'impôt. Fait que c'est... Avec l'émission, je me disais, si je peux au moins amener déjà une certaine base de personnes à un point où est-ce que quand ils vont arriver devant moi dans le bureau, en ce moment, c'est pas mal parti, si on s'entend, on est déjà à un stade où est-ce que j'aurais pas besoin de faire 10 rencontres avec eux avant qu'ils comprennent le besoin de pourquoi que c'est ça que je leur recommande. Là. Puis je le vois. Des gens devant moi qui sont allés s'informer, qui ont une certaine base, c'est tellement plus rapide, puis ils ont tellement moins de questions, puis ça fait toute la différence. C'est tout à leur avantage, oui, ça fait toute la différence. Puis mettons, si on parle au day-to-day, là, à tous les jours, quand tu clock in, clock out, tu travailles, ton quotidien ressemble à quoi? Bien,
La première chose que je fais à chaque jour, c'est que je regarde mes dossiers qui sont en cours au niveau de l'assurance. Parce que l'assurance, comment ça fonctionne, c'est que si tu me dis, Marianne, je veux une assurance, tu vas pas l'avoir genre demain matin. À moins que je te fasse passer par un certain type de tarification qui fait qu'on ne te pose pas beaucoup de questions de santé puis on a tout de suite l'acceptation. Ça, c'est un certain type, mais ça coûte un petit peu plus cher parce que la sélection du risque en tant que tel, elle se fait très rapidement. On pose moins de questions de santé. Mais habituellement, l'assurance, moi, je suis dans les services financiers. Fait que c'est de l'assurance vie. Là. Je fais pas d'assurance auto-habitation. Je fais vie, invalidité, maladie grave. Bien, la première chose, c'est de sélectionner le risque. Fait qu'on pose tout un questionnaire de santé, etc. Après ça, moi, j'envoie ça à l'assureur. Fait que je monte ton dossier en voulant dire, maintenant, Rosalie, bien, est en santé, elle prend tel médicament. Bien, là, j'invente des trucs, là. C'est comment elle prend tel médicament. On n'a pas fait des consultations non. avant le podcast. Non, c'est ça. Elle est en santé, elle prend tel médicament, mais elle a son suivi avec son médecin. Ça fait plus d'1 an, puis il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a rien de grave de prévu. C'est ça. Elle a-tu déjà fumé, elle a pas fumé? J'ai jamais fumé. Bon, c'est ça. Y a-tu c'est de la maladie dans sa famille? Comme moi, ma mère, elle a eu un cancer avant l'âge de 60 ans. Ça a un impact sur mon assurabilité. Fait que bref, je monte tout ça avec le client. Après, je l'envoie à l'assureur. Puis là, c'est ma partie du travail qu'il faut que je lâche prise, mais tu sais, c'est eux qui font la décision. Il y a des tarificateurs qui regardent le dossier. Puis t'as pas vraiment ton mot à dire. Ben c'est moi qui ai monté le dossier. Fait que c'est là que j'ai eu mon mot à dire. Ouais. Mais après ça, c'est la balle est dans leur camp. Ouais, exactement. Fait que c'est là que mon travail est le plus important au niveau de l'assurance. Fait que la première chose que je regarde chaque matin, c'est mes dossiers en cours. Est-ce que j'ai des nouvelles des assureurs? Des tarificateurs en tant que tels? Est-ce que le dossier a été accepté? Est-ce qu'ils demandent d'autres choses? Parce que des fois, ils vont commander d'autres tests. Ils vont dire, c'est bon, on a reçu, mais on va faire des tests vitaux. Des tests juste de signes vitaux. Juste pour confirmer, valider les informations qu'on a eues. OK. C'est ça. Ou même, tu sais, en tant que tel, il y a le MIB, là, en assurance. Il y a comme le bureau médical de toutes les informations, là. Fait que si tu as déjà eu un cancer, ça se retrouve là-dedans. Puis tous les assureurs sont au courant. Fait que si tu viens me voir et tu es comme, ah non, j'ai jamais eu de cancer, ben eux, ils vont le voir. Fait que c'est pour ça que c'est important d'être, tu sais, vraiment être honnête et transparent. Là. C'est ça. Fait qu'à chaque matin, je commence par regarder, c'est ça, s'il y a des nouvelles exigences, si j'ai des dossiers qui sont acceptés. Quand ils sont acceptés, ben là, je dis félicitations. Souvent, je vais avoir 2 à 3 rencontres par jour. Des fois, j'en fais 4, là, mais pour l'instant, je trouve ça vraiment beaucoup. Il y a des conseillers plus, mettons, que ça fait 10-15 ans qui font ça, qui vont en faire 10 des rendez-vous par jour, mais souvent, c'est tous des clients que ça fait déjà 10 ans qu'ils ont. Fait que c'est un petit peu... Ils connaissent déjà leur background. Oui. C'est plus facile de faire un suivi que de partir du point A, puis là, essayer d'emmener le client au point B. Bien, c'est ça. Moi, c'est que je suis en train de... Souvent, ben, tu sais, j'ai pas mal 2 à 3 nouveaux clients par semaine, puis même ceux que c'est déjà mes clients, ben ça fait pas 15 ans qu'on est ensemble, puis j'ai une clientèle quand même assez jeune, fait que souvent, il y a des changements dans leur situation, comme j'en avais beaucoup, tu sais, que dernièrement, les premières fois que je les ai rencontrés, ils amassaient pour une mise de fonds, puis là, ils me rappellent, puis ils sont comme, finalement, je sais plus si je veux être propriétaire, on fait quoi, est-ce qu'on change les placements, est-ce qu'on change notre stratégie? En ce moment, je comprends qu'il y en a qui remettent ça en doute. Ouais, fait que tu sais, des rencontres comme ça me prend moins de temps parce que je connais déjà le client, je connais déjà le dossier. Fait que je fais environ 2 à 3 rencontres par jour, puis sinon, ben, j'ai toute la paperasse qui vient avec ça. Fait que chaque rencontre, je fais des notes dans les dossiers. Puis après, s'il y a des transactions à faire, ben, je fais les transactions aussi. Fait que s'il y a des transferts d'argent, des démarrages de prélèvements automatiques pour de l'épargne automatique. Fait que c'est toi vraiment qui est comme la capitaine du navire un peu. Exactement. Puis le client, c'est quelqu'un qui est dans le croisière. Exact. Ouais, c'est bien dit. Mais une belle métaphore. Ouais. Puis tu sais, c'est sûr que ultimement, je vais vouloir laisser plus de temps dans mon agenda pour recommencer à faire un petit peu plus de contenu. Mais là, je le savais que ma première année de carrière, même, je dirais les 5 premières années de carrière, c'est des grosses années. Fait que pour l'instant, ma priorité, c'est dans les clients. Ouais. Puis j'étais encore à l'université, fait que j'ai un cours à l'uni. Fait que j'étudie un petit peu par jour. Ça veut dire s'il te reste juste un cours? Non, ça finit pas bien. Ben, j'ai la moitié, un petit peu plus que la moitié de mon bac de fait. OK, c'est ça. Il te reste pas un cours dans ton bac. Il te reste... Non. Il te reste un cours en ce moment j'ai pris compléter un cours. Undecided avec tes activités c'est ça, pour pas ne plus avoir mon statut d'étudiante qui est très bien quand tu as des comptes bancaires, en passant, quand tu as des comptes et que tu as le statut d'étudiant, mais souvent tu as comme pas de frais de transaction, des choses comme ça. Fait que je voulais pas perdre mon statut, puis je voulais continuer d'être à l'uni quand même. Là. J'aime ça, puis... Fait que ça ressemble à ça, mes journées, je clock-in pas mal à 9 puis je clock-out pas mal à 7-8, ces temps-ci, toujours. En début de carrière, on dirait qu'il faut que tu fasses tes preuves le plus que possible, puis des fois, il faut mettre beaucoup d'heures.
Oui, oui, exactement. Puis, tu sais, pendant mon cégep, puis même pendant que je faisais l'émission et tout, tu sais, j'ai fait des stages, j'ai travaillé dans des cabinets comme adjointe pour voir le travail, parce qu'en ce moment, dans le fond, je suis ma propre adjointe. Tu sais, je suis la conseillère et l'adjointe. Fait que tu sais, j'avais une bonne idée de tout qu'est-ce que ça apportait au niveau de la La charge paperasse, de puis travail. ces choses-là. Ouais, fait que ça ressemble vraiment à ça, mes journées. C'est de rencontrer des nouvelles personnes, de savoir ils sont rendus où, c'est quoi le plan qu'on met en place. Puis des fois, c'est émotif, là. Des fois, c'est triste. Des fois, c'est vraiment des fois, joyeux. tu dois avoir des mauvaises nouvelles. Ben, oui, ben, tu sais, c'est quand tu vois que la personne n'arrivera pas à sa retraite. Tu sais, quand tu fais n'importe quel scénario, puis le revenu est juste pas là. Et si la personne a 40 quelques ans, puis elle pourra jamais avoir plus que 40-45 de ce qu'elle fait en ce moment à la retraite. Tu te sens un peu impuissante, j'imagine, à travers ça, parce que tu voudrais lui donner les moyens d'atteindre sa retraite, mais qui est... Ouais, mais on est quand même chanceux au Québec, puis là, il y en a plein qui pourraient m'obstiner ou puis s'enflammer sur ça, mais reste qu'on a la RRQ, la Régie des rentes, puis la pension de la sécurité de la vieillesse qui comble... Il faut vraiment pas juste s'asseoir là-dessus pour notre retraite, mais ça l'apporte déjà un certain bassin, une rente que tu es certain de recevoir. Là. Est-ce que tu sais c'est quoi la RRQ? Bien, ma mère a été infirmière. OK. Fait que je pense que tu sais, elle m'en a déjà parlé, tout ça. Moi, je suis tellement pas dans ce domaine-là où j'ai jamais comme travaillé pour le gouvernement, quoi que ce soit. Puis je sais que c'est quand même quelque chose qui tu sais, le régime des rentes, c'est quand même quelque chose qui peut te sauver, là, en tant que personne qui a besoin de certains moyens. Je sais pas si je confonds les gars rentes PRRQ. Ouais, peut-être. Ben peut-être. Ça, Parce que je connais pas les termes exacts, mais je suis un petit peu familière avec les fonctionnements. Okay. Parce que j'ai grandi, c'est ça, avec une mère qui était veuve à partir de mes 3 ans. Elle avait une rente du conjoint survivant de la RRQ. Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, c'est ça aussi qui est venu peser dans la balance. Puis des fois, elle m'en parle comment c'était de la paperasse, puis comment c'était compliqué à gérer au début. Puis tu sais, t'es en deuil, là. Ouais. Tu veux pas avoir à gérer ça, puis avoir comme à te dire, OK, mais je dois être correct au niveau de ma sécurité financière. Est-ce que je vais être capable de répondre aux besoins de mes 3 filles à la maison qui sont en train de grandir? J'ai des sœurs plus vieilles qui étaient comme 9-10 ans plus vieilles que moi. Puis, il y avait moi qui avait 3 ans. Puis, c'est fou à quel point j'admire ma mère d'être passée à travers ça puis d'avoir réussi à tout coordonner de manière à ce que nous, on se rende compte de rien, dans un sens. C'est incroyable. Moi, là, j'ai grandi puis j'ai jamais manqué de rien, là. J'ai jamais su si à un moment donné, ma mère a eu besoin de quelconque ressource, puis je sais qu'on a été bien entourés aussi. Mon père, comme quand il est décédé, c'était un homme extrêmement apprécié de plusieurs personnes, puis la communauté s'est jointe pour essayer de nous donner des ressources. Je sais qu'au moment du décès, comme ils ont amené des petits plats à ma mère, tout ça, mais après, pour l'accompagnement professionnel, on dirait que des fois, on est un peu déboussolé, tu sais, puis je pense que comme elle, c'est ça, tu sais, d'avoir un mentor pour la guider à ce moment-là, pour venir la rassurer aussi dans un sens, là, puis lui donner les ressources de se dire « Hey, je vais être correct ». Tu sais, juste avoir cette paix d'esprit-là, je trouve que c'est tellement important, puis c'est ça qui ajoute encore plus de valeur à ta profession puis à ce domaine-là. T'sais. Ben merci. Ben tu sais, je suis pas agente, mettons, d'aide à la RRQ, mais c'est sûr que je connais le fonctionnement. Puis si j'ai un client qui m'arrive puis qui a eu le décès de sa conjointe ou sa conjointe, ben tu sais, moi, c'est de le rediriger puis d'y expliquer. Oui, c'est ça, d'y expliquer c'est quoi les rentes qu'il peut avoir. Tu sais, la RRQ, c'est ça, c'est Régie des rentes du Québec. Régime des rentes. Je me trompe toujours entre les deux. Mais bref, c'est quelque chose auquel on cotise tous jusqu'à un certain maximum. Là. Il y a plein de petits barèmes, là, mais tu le vois probablement sur ta paye. Puis ce régime-là, ben, il nous offre des rentes à certains moments de notre vie, dont elle qui est la plus connue, c'est la rente de retraite. Okay. Fait que, moi, c'est de regarder quand je fais les projections à la retraite, c'est quoi que ton montant de la RRQ qui est projeté, que tu vas recevoir à la retraite, parce que c'est différent pour chacun. La RRQ, c'est le montant qu'on va recevoir est selon ce qu'on y a cotisé en tant que tel. Fait que, ça dépend des salaires annuels, puis des échelons que tu es capable de gravir. Exactement. C'est ça, de combien tu as fait dans l'année. Que tu sois salarié ou travailleur autonome, t'en payes. Même que bien important pour les travailleurs autonomes, en fait, tu payes le double. Tu payes la part de l'employé et la part de l'employeur. Je connais juste la part du travailleur autonome. Ben, en fait, ça doit être 10,4, là. Ça doit être 5,4. Hey, là, par contre, tu me perds parce que j'ai aucune idée en termes de pourcentage, c'est combien. T'es vraiment mieux placé que moi pour le savoir. Puis c'est drôle parce que j'ai une grande sœur, justement, je parlais un peu de ma famille, puis j'ai une grande sœur qui, elle,
est rendue adulte et sait gérer ses finances et qu'elle sait à quel point c'est important en tant que travailleuse autonome de justement garder tous les papiers, toutes les preuves de tes revenus versus tes dépenses, tout ça. Puis c'est drôle parce que cette année, j'ai commencé à faire plus de revenus avec le mannequinat. Oui. Puis depuis que je suis en agence, c'est une réalité à laquelle je suis confrontée, celle de travailleuse autonome. Parce que même si c'est pas ma source de revenus principale dans la vie de tous les jours, c'est quand même quelque chose qui fait de moi une travailleuse autonome puis qui doit quand même comptabiliser tout ça. Ouais. Puis c'est fou à quel point, là, j'ai 19 ans, là, j'ai jamais appris quoi que ce soit là-dessus à l'école. T'es tellement impressionnante en passant. Mais non, mais moi, je me sens perdue là-dedans, puis j'ai l'impression que j'en ai tellement à apprendre qu'on dirait que cet accompagnement-là, je me dis, mon Dieu, ça doit aider. Là. Ouais, ben en tant que travailleur autonome, c'est pas juste d'avoir un conseiller, c'est d'avoir un bon comptable aussi. Définitivement, là, moi, sans ma comptable... C'est ça qui fait la différence. Oui, je serais vraiment... je serais perdue sans ma comptable en tant que telle. Ma première année que j'ai fait du revenu de travailleur autonome aussi, là, je mettais quelques petites dépenses, puis là, elle me rappelait, t'es comment? T'as-tu suivi des formations pour ça? T'as-tu... Puis là, elle m'a aidé vraiment à comme pas me faire gruger tout mon revenu de travailleur autonome par de l'impôt ou autre. Là. Ouais, exactement. Mais la RRQ, ça, quand t'es travailleur autonome, tu cotises la part de l'employé et de l'employeur. Fait que tu cotises environ 12,8 % de tes revenus pour cette année. Puis comme je te dis, ça change à chaque année. Là. Mais pour 2023, je pense, 2024, c'est 12,8 % de tes revenus. Fait que si tu es salarié, c'est pas 12,8 % que tu cotises, c'est la moitié. Puis l'autre moitié, c'est ton employeur qui cotise. OK. Fait que ça, leur RQ, à la retraite, ça va te donner une certaine rente. S'il y a un décès, ça donne une rente du conjoint survivant, donne une rente de l'orphelin aussi, dépendamment du nombre d'enfants que tu as. Fait que, bref. Ça dépend tellement de plein de facteurs complètement différents. Ouais. Fait que c'est pour ça que quand les gens me disent « Ah, conseiller, moi, les placements, j'ai fait tout seul, puis j'ai pas besoin de frais de gestion, puis je veux pas payer des frais de gestion pour des fonds que je peux avoir sur Wealthsimple, whatever. » Comme, fine. Mais moi, je te dis que mon travail, c'est pas juste de te montrer un bon fonds, là. C'est tout ce que je viens de t'expliquer aussi. Puis même qu'est-ce que je viens de t'expliquer, c'est le 1/100e des trucs que je peux voir dans une situation de quelqu'un. Là, c'est pour le conseil, là, les frais qui viennent avec. Là. Fait que, tu sais, mettons, pour comment je suis payée, si ça peut... Trouves-tu que c'est pertinent? Ben oui, 100%. Ben moi, je suis rémunérée sur l'actif que j'ai sous gestion. Fait que les placements, l'argent que les gens mettent avec moi, ben c'est mon actif sous gestion. OK. Je fais un pourcentage là-dessus, puis j'ai une rémunération aussi selon les produits d'assurance que mes clients ont. Fait que, tu sais, je suis vraiment... Dans le fond, je suis travailleur autonome. Puis pour la distribution de mes services, comme je t'ai dit, on se rattache à des bannières. Moi, je suis rattachée à Beneva. Fait qu'au niveau des produits d'assurance, je présente juste qu'est-ce que c'est des produits de Beneva. Puis au niveau des placements, là, Beneva a des ententes avec plusieurs compagnies de fonds. Fait que moi, je travaille avec plusieurs compagnies de fonds. Puis c'était aussi une des raisons pour lesquelles je voulais pas aller en banque ou en institution. Ça l'a vraiment, tu sais, ils ont leur place dans notre société, puis je ferais pas grand-chose là, sans mon compte chèque, puis les prêts étudiants, puis ces choses-là. Mais pour tout ce qui est des fonds de placement, des comptes d'investissement, bien, avec mes études puis mes stages, j'avais vu qu'il y avait vraiment des compagnies qui, disons, j'étais plus à l'aise de présenter leur compte d'investissement que de présenter les fonds qu'il y a dans les banques. Plus avantageuses que d'autres, j'imagine. Bien, c'est que les banques en tant que telles, eux, leurs fonds d'investissement qu'ils présentent, c'est un peu des fonds maison. Fait que c'est des fonds qui sont gérés à l'interne. Puis au niveau des performances, c'est juste qu'on le voit qu'ils sont moins performants que, mettons, ce que je présente. Là. Ouais. Si c'était plus performant, on présenterait tous des fonds des banques, mais ça l'est comme moins. Mais il ne faut pas non plus s'enfarger, je pense, mettons, pour quelqu'un qui commence à investir ou qui commence à épargner, il ne faut pas s'enfarger dans est-ce que je suis en train d'investir dans le bon fonds, le bon indice, avec la bonne... C'est juste, commence à épargner. Là, on n'est pas en train de dire, genre, de gérer un 500 000. Là, tu commences à épargner. Ouais. Même si tu épargnes dans un fonds de ta banque, là, je suis pas en train de te dire que c'est épouvantable. C'est tant mieux. Tu commences une habitude d'épargne. Puis après, puis jour que tu rencontres un conseiller, que tu as un fit avec, parce que c'est ça au final. Là, moi, les gens sont pas obligés de travailler avec moi, puis je suis pas obligée de travailler avec eux. Faut qu'ils te fassent confiance. Ben c'est ça. Mais s'il y a un fit, ben c'est sûr que moi, ce que je m'arrange, c'est pour présenter de quoi qui est mieux que ce qu'ils ont en ce moment. Là. Mais oui. Puis tu dis que tu es rattaché à Beneva. Comment ça fonctionne, ça? Est-ce que tu travailles pour eux dans un sens? Qu'est-ce que tu faisais parce que tu es rattaché avec eux? Ben c'est ça qui est vraiment spécial. Puis même moi, je le savais pas par rapport à Beneva en tant que tel, mais dans le fond, comme j'ai dit au début, conseiller en sécurité financière ou planificateur financier, soit tu travailles comme salarié ou tu es travailleur autonome. Puis, en tant que tel, ben moi, je suis vraiment travailleur autonome, mais je suis rattachée à Beneva parce qu'il y a beaucoup de conformités qu'il faut faire. Puis Beneva, ils ont tout un département de conformité qui fait qu'ils filtrent qu'est-ce que je fais comme travail, puis ils s'assurent que je suis conforme
aux yeux de l'Autorité des Il y marchés a une financiers. certaine supervision là, à C'est travers ça. tout ça. Tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi, puis Ben non. conseiller n'importe quoi. Ben c'est ça, exactement. Puis si je le fais, tu sais, en tant que tel, la vérité, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un à côté de moi qui va être comme « Hey, qu'est-ce qu'il y en a à faire? » Mais c'est que l'Autorité, c'est vérifier les dossiers une fois de temps en temps. Puis là, ils vont dire « Hey, ce dossier-là, il n'est pas conforme. » Puis là, s'ils trouvent un dossier qui n'est pas conforme, ils vont aller voir le reste. Puis s'ils voient que tu as une mauvaise pratique dans comme tous tes dossiers, ben là, tu peux avoir des sanctions, tu peux perdre ton permis, tu peux devoir payer des amendes. Fait que, il y a plein de choses, mais c'est ça. Fait que moi, je suis rattachée à eux, ce qui fait que ça me donne le droit de faire la distribution de leurs produits d'assurance. Puis, tu sais, il y a différentes compagnies. Il y a des compagnies que c'est des assureurs directs, qu'on peut dire un peu. Fait que moi, c'est ça, c'est un assureur direct. Je veux juste les produits d'assurance de Beneva, mais il y a d'autres bannières, comme je pense à, mettons, Mika, OK? Parce que j'ai déjà fait un stage chez Mika aussi. Mika, ça dit-tu quelque chose? Non, ça, ben, ça c'est ça, c'est moins connu. Puis c'est aussi une des raisons un peu pour lesquelles je suis allée avec Beneva, parce que c'est un petit peu plus connu. Fait avec la clientèle que je voulais avoir. Auprès des clients, c'est plus facile. C'est ça. Ben, Mika, c'est un excellent courtier aussi, mais eux, c'est ça, c'est que c'est un courtier en assurance. Donc, eux, ils n'ont pas de produits d'assurance Mika, mais ils sont ouverts à pas mal beaucoup de compagnies d'assurance. Fait que, ils regardent laquelle serait la plus avantageuse dans la situation du client. Fait que moi, mettons, là, j'ai décidé d'aller avec Beneva, je peux faire les produits Beneva. Si j'avais décidé d'aller avec Mika, j'aurais été ouverte aussi aux produits de compagnies d'assurance que Mika a des partenariats avec. Okay. Fait que ça, c'est un choix. Puis aussi aux produits, aux compagnies de fonds d'investissement que Mika ont des ententes avec ou que moi, je m'inscris avec. Là. En tout cas, c'est un petit peu compliqué. Avec laquelle tu es associé dans un sens. Ouais, c'est ça. Il faut que tu aies tes codes pour certaines compagnies, etc. Puis chez Beneva, c'est la même chose. Fait que si j'avais décidé, moi, de ne pas me rattacher à aucune bannière, il aurait fallu que j'aille cogner à la porte, mettons, de, on va dire, Fidelity Investissement, qui est une compagnie de firme d'investissement, puis de leur dire, j'aimerais ça, tu sais, proposer vos produits à mes clients. Ah ouais, t'as combien de suggestions? Ah, j'ai 500 000 suggestions, là. Ils vont rien vouloir savoir de moi, tu comprends? Non, mais là, on est à 500 000 suggestions, tu veux dire par là le montant que tu gères en dessous de c'est ça, clients, que genre tous mes clients, on les met ensemble, ils ont 500 000, puis moi, c'est ça. Ben ils vont dire, tu sais, on va pas t'offrir nos produits, on va pas t'ouvrir nos produits d'investissement, t'as pas la structure pour l'accueillir, mais là, en passant par Beneva, eux, ils ont la structure, ils ont les ententes avec toutes les gens. C'est quand même stratégique dans un sens. Oui, exactement. Puis c'est aussi ce qui fait, puis c'est la même chose pour les assurances, si je vais cogner à la porte de chaque assureur, c'est de me faire des ententes avec chacun d'eux, puis ça devient un peu compliqué. Fait que moi, ce que je fais, dans le fond, c'est que je paye un frais de gestion, d'administration, cette affaire-là, à Beneva pour garder notre entente, puis ces choses-là. Puis c'est sûr que je travaille pas pour eux, mais c'est une relation d'affaires. Fait qu'il faut quand même que nos valeurs fitent, là. Tu sais, quand tu choisis ton courtier. C'est un bon match, encore une fois. C'est ça. Puis moi, c'était des valeurs qui fitaient avec les miennes, ceux qui présentaient. Fait que c'était un bon match, dans ton cas. Oui, mais chez Beneva, la chose qui est spéciale, c'est que c'est vraiment une grosse compagnie, puis ils ont tout le département d'assurance de dommages, auto-habitation. Ils ont tout le département d'assurance collective aussi, ceux qui assurent la plupart des je veux pas dire fonctionnaires, mais de la fonction publique, des employés de la fonction publique, puis du personnel d'encadrement. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui pense que je suis employée parce que je suis avec Beneva. Mais non, on est le réseau de distribution, en fait. Ouais. C'est important quand même de faire la distinction. Oui, je pense que oui. Moi, j'aime ça la faire à mes clients, surtout pour qu'ils comprennent que je travaille vraiment pour eux. Oui. Établir cette relation de confiance-là avec le client. Mais c'est pas pour faire comme, je travaille autonome, dis-moi pas que je suis salariée, genre, je t'avoue que des fois, je regarde les situations de certains de mes clients avec leur fonds de pension, puis je suis comme, peut-être que, c'est un petit job dans la fonction publique. Mais finalement, non, là. Fait que je ne suis pas employée. Mais j'ai quand même des choses à respecter, puis on a des ententes à respecter de chacun de notre bord. J'ai tellement l'impression que c'est un domaine dont on parle pas assez. Ouais. Comme au secondaire, là, ils nous ont jamais proposé ces avenues-là professionnelles. Mais c'est parce que c'est extrêmement difficile. C'est une job, là. C'est vraiment une job, là. Mais tu sais, il n'y a pas d'échelon, là. Non, c'est ça. J'ai beaucoup de clients qui me font confiance, puis je fais beaucoup d'argent, ou j'ai personne qui me fait confiance, j'ai pas de clients, je fais pas d'argent. Tu sais, c'est pas fait pour moi en tant que tel. Ouais. Fait que c'est spécial un petit peu comme carrière. C'est vraiment une vocation, là. C'est comme... je veux pas dire médecin parce que c'est pas la même chose, mais... un peu comme optométriste ou avoir une lunetterie ou être dentiste, c'est comme
tu t'en vas le voir ou tu t'en vas pas Tu le veux être la voir, là, référence de la mais... personne, puis C'est ça. essayer Mais le de- dentiste, c'est sa clinique, puis il va pas se faire payer s'il n'y a pas de clients. Non, C'est la même ça. chose. Là. OK, ouais. Ben, c'est une belle comparaison. Puis si, mettons, on va complètement dans un changement de sujet, mais tu sais, je t'écoute parler, puis je me dis, hey, moi, il faudrait peut-être que je commence à regarder plus ça, puis à faire des prévisions. Mettons, là, si tu pouvais parler à une jeune de 19 ans qui est un peu perdue dans ses finances ou qui ça l'intéresse, mais tu sais, elle sait pas par où commencer, quel conseil tu lui donnerais? Ben, je pense que pour tout le monde, puis surtout quand on commence à être plus dans la vie d'adulte, c'est de commencer à être capable de vraiment se donner des objectifs qui sont clairs sur... Puis de comprendre que tout ce qui est un objectif qui est sur plus qu'un an, tu risques d'avoir besoin d'accompagnement. Tu sais, que ce soit l'achat d'une maison, que ce soit l'incorporation d'une entreprise, que ce soit la retraite. Si c'est un projet qui est sur plus qu'un an, probablement que tu auras besoin d'un comptable ou d'un conseiller ou d'un courtier immobilier. Tu sais, fait que c'est d'arrêter de penser qu'il faut tout qu'on ait le plan par nous-mêmes. Vous êtes pas supposé, on n'est pas supposé tout savoir. Personne n'est un professionnel Ben naturellement de ce domaine. Ben non, c'est ça. C'est normal de pas avoir le plan de par soi-même. On n'est pas supposé d'arriver devant notre conseiller puis de dire « Hey, c'est ça que j'ai besoin! » Tu sais, comme que t'arrives pas devant le médecin puis que... le chemin tout seul. Ben c'est ça. Comme t'arrives pas devant le médecin puis t'es comme « C'est cette prescription-là que j'ai besoin. » C'est la même affaire. Fait que je dirais que pour un jeune de 19 ans, c'est de s'enlever la pression de... Il est supposé tout savoir puis, tu sais, il peut lire tous les livres de Pierre-Yves McSween. Ça va être c'est excellent. Je l'adore, Pierre-Yves McSween, mais... un excellent pas dans la bonne direction, ben, mais après, c'est pas personnalisé. Mais pas se mettre la pression qu'après avoir lu ça, t'es supposé avoir la même connaissance que quelqu'un qui a fait un deck là-dedans, qui fait un bac, puis qui c'est la clé du succès, là, puis tu sais exactement comment te rendre à tes objectifs, puis... Ouais. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, là, après avoir... Ouais, c'est ça. Fait que d'être capable de se mettre des objectifs, tu sais, vraiment clairs sur un an, que ça, tu vas être capable d'accomplir par toi-même, ça va, tu sais, permettre de comme bâtir une estime financière, que je dis, puis d'aller chercher l'aide, d'aller chercher l'accompagnement pour tes projets qui sont plus à moyen long terme, là. Puis, tu sais, dans mon travail, je t'ai dit, je fais des projections à la retraite. Chaque conseiller peut travailler différemment, là. Des fois, les conseillers, on n'a pas la même opinion sur exactement la même situation. Ouais. Mais en tant que tel, moi, j'aime ça quand même faire une projection de retraite à des clients qui sont hyper jeunes, dans la vingtaine, juste pour qu'ils voient à quel point leur habitude d'épargne va vraiment pouvoir avoir un impact. Tu sais, of course que si on met un plan d'épargne de 50$ par mois, là, ça risque de pas rester toujours ça. Ça risque même qu'à un moment donné, tu l'enlèves parce que tu n'as vraiment pas un sou, parce que tu viens d'avoir un enfant. Puis comme il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. Puis il faut pas s'enfarger là-dedans pour s'empêcher de quand même planifier son avenir. Mais juste de voir dans la projection que 50$ par semaine, par mois, ça va permettre que tu à 65 ans, tu aurais environ ça. Probablement qu'on n'y arriverait pas. Honnêtement, 50$ par semaine, je peux te l'avouer, là. Mais c'est sûr qu'éventuellement, dans la vie, dans la carrière, ben il va avoir ce montant-là qui va augmenter ou on va avoir des héritages ou autres qui va faire que ça va s'ajouter. Mais c'est quelque chose que j'aime faire avec mes clients qui sont plus jeunes. Mais oui. Puis toi, tu y crois-tu, la retraite à 45 ans? Oui. Ben, je pense qu'il y a personne qui, à 45 ans, a envie de travailler puis d'aller jouer au golf tout le temps, là. Je pense que c'est plus comme Pierre-Yves McSween dit, la liberté financière. Ouais, c'est d'être à 45. C'est ça. C'est d'être à 45 ans puis de pas dire comme, hey, là, si je change de job ou que je fais un move financier qui est pas bon, genre, j'arriverai jamais à prendre ma retraite. Je pense que c'est d'être conscient. C'est de se dire qu'à 40, la liberté financière, c'est comme à 45 ans, avoir la liberté de faire les moves professionnels que tu as envie de faire sans que ça nuise à ta retraite, que tu vas peut-être plus prendre dans les alentours de 60. Là. Ouais. Même les gens que j'ai connus qui ont pris leur retraite vers 55, ils retournent au travail 2 ans après, ils trouvent ça long, ils trouvent ça plate. Il y en a plusieurs qui réalisent que la retraite, c'est pas fait pour eux, puis ils ont besoin de rester actifs. Ouais, fait que je pense que j'y crois. C'est vraiment pas possible pour tout le monde, puis c'est poche, puis c'est quelque chose qui me fâche, puis qui vient me chercher. On est avec des inégalités financières énorme. Tu sais, juste une cliente que je rencontre que ses parents payent ses études versus une qui n'a pas payé ses études. On part complètement ailleurs pour les deux, là. Fait que... Tu vois la différence que ça a eu dans leur parcours. Ben, je vois aussi la différence que ça va avoir sur les 10 prochaines années. Il y en a une qui a un prêt qu'il faut qu'elle rembourse, puis l'autre, non. Il y en a une à part l'épargne, puis l'autre, elle rembourse. Fait que, mais au final, ils vont... avec une bonne planification, ils peuvent avoir les deux quelque chose de très, très bien. Mais je me souviens un peu pourquoi je disais ça, mais ouais, il y a des grosses inégalités. Fait que je pense pas que c'est possible pour tout le monde à 45 ans. Puis il y a plein de choses qui peuvent arriver, la maladie, l'invalidité.
il y a tellement d'affaires qui peut se passer, mais je pense que c'est possible, là, quand même. Ouais. C'est Puis- envisageable si on le prévoit d'avance, Ouais. qu'on planifie bien tout ça. Ouais. Mais aussi, on vit beaucoup plus longtemps, puis on vit en santé plus longtemps aussi. Tu sais, il y avait une compagnie financière, tu sais, comme là, je suis avec Beneva, il y avait une compagnie qui s'appelait Financière 55, chose comme Ça me ça. dit rien. Mais ils ont changé de nom parce qu'ils savaient plus, leur branding était plus bon, là. C'est littéralement. Parce qu'avant, l'âge à la retraite, il y a vraiment plusieurs années, que le Québec pensait que c'était l'âge. La norme. La norme, c'était comme 60, mais eux, leur branding, c'était on va être capable de vous leur faire prendre ça à 55. Ouais. Puis ça pouvait être réaliste, mais là, c'est juste plus ça, là. Les gens, ils vivent, tu sais, il y en a de plus en plus qui vivent jusqu'à 100 ans, là. Ouais. Fait que ça finit par être long, là, la période de décaissement à la retraite. Puis, Ouais. fait Faut que... prévoir plus pour d'autres années là, Ouais, c'est ça. de moyenne de vie en général. C'est ça, puis c'est que ça finit par être long. Puis, tu sais, si à 55, 60, les parents, mon chum, ils ont 60 quelques ans, ils sont tellement en forme, là, tu sais. Ils vont prendre leur retraite bientôt, mais je te jure qu'ils vont se mettre dans 10 000 autres projets aussi, là. Ouais, c'est ça. Fait Mais c'est que- ça qui est le fun, c'est d'être capable d'avoir la santé encore Mm. pour en profiter au moment où tu es capable de Ouais. l'apprendre, je pense, parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Moi, j'ai un enseignant du secondaire, mon enseignant en art dramatique au secondaire, puis je me souviens, il a été super marquant pour moi, puis c'est drôle qu'on en parle parce que j'ai été à ses funérailles cette semaine, Mhm. mais il a eu un cancer, puis il a eu son cancer directement après avoir pris sa retraite. On était sa dernière cohorte d'étudiants. Il y a beaucoup de ça. Puis il l'a eu direct après sa retraite. Puis c'est un homme qui nous parlait de sa retraite là, constamment, mais pas de manière négative. Puis Il Ok. aimait ce qu'il faisait, Ouais. mais il avait hâte à hâte. sa retraite pour aller faire du vélo, aller vivre de sa passion, tu sais, pouvoir en profiter puis se retrouver avec lui-même, puis penser à lui. Mm. C'est à ce moment-là que ça l'a frappé. Mm. Puis je trouve que c'est tellement pas prévisible, Ouais. mais en même temps, c'est une réalité à laquelle on doit Oui. se plier, tu sais, dans Oui. un sens. Tellement. Puis je suis pas médecin, je suis pas rien. Fait que je m'appuie sur vraiment juste mon système de valeurs dans ce que je vais dire. Mais je pense que le fait de justement mettre des choses en place qui te font dire que si tu tombes malade ou si tu as une invalidité, tu vas pas être dans le trou financier. Je suis sûre que ça t'enlève une grosse partie de stress. Mais oui. Puis que ça peut peut-être même tu sais, empêcher que ça l'arrive. Parce qu'il y en a beaucoup des gens qui, à leur retraite, décèdent, crise du cœur. C'est fou. Puis Un rythme encore de une fois, vie je change, suis puis on sait pas c'est quoi la vraie je suis cause pas derrière malade, ça, je suis pas malade, je suis pas médecin, mais j'ai l'impression que c'est quasiment comme un stress qui se build, puis là, on se pousse à bout, puis le jour qu'on dit à notre corps, hey, ça y est, on peut prendre un break, il nous donne un méchant break. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. tu sais, d'arriver à doser tout ça, là, puis Mais oui, jongler à travers tout ça, puis essayer de trouver le meilleur plan que peu importe qu'est-ce qui va se passer, tu sais, ton entourage va pas être mal pris, quoi que ce soit, puis... Parce qu'il va en avoir des bad luck dans la vie, là, que Ouais. ce soit financier ou pas, tu vas vivre des affaires vraiment tough, c'est ça la vie, là. Fait que si tu peux au moins, tu sais, mettre les préparer. barèmes de sécurité sur ce que tu peux comme quand même contrôler, mais moi, je dirais, faut absolument le faire, là. Ouais. Puis c'est là que je parlais tantôt des inégalités qui viennent un peu me chercher. Ben, tu sais, c'est encore une fois quelqu'un qui est né avec une maladie grave ou que ses parents ils ont eu des problèmes de santé, des graves problèmes de santé, ben c'est poche parce que ça nuit sur son assurabilité. Fait qu'il peut Ouais. pas nécessairement en avoir une assurance maladie grave de manière individuelle. Puis je pense à un de mes clients en tant que tel que je trouve vraiment intelligent avec son argent. Là. Je l'admire beaucoup. Puis lui, il a une maladie grave depuis qu'il est tout jeune. S'il écoute ça en ce moment, puis qu'il se reconnaît. Oui, c'est ça. Ouais, il a une maladie grave depuis qu'il est tout jeune, mais tu sais, il a fait le move. Il travaille pour la fonction publique. Fait que je dis pas que cette maladie grave va travailler pour la fonction publique, mais veut pas les assurances collectives, comment ça fonctionne. La sélection du risque, tu le sais-tu? Je m'y connais pas à 100%, mais je sais qu'il y a plusieurs avantages, tu sais, à ce niveau-là. Ben, tu En sais, travaillant tantôt, je pour t'ai... la fonction publique, ouais. Ouais, c'est ça, tantôt, je t'ai parlé de la sélection du risque. Si tu as une assurance individuelle, je regarde ta situation de santé à toi. OK. Puis là, on voit si l'assureur l'accepte. L'assurance collective, c'est qu'il y a une entente avec ton employeur puis l'assureur pour assurer tous tes employés. Fait qu'il y a comme une sélection du risque qui se fait que si on assure 500 personnes, il y en a peut-être la moitié qui sont malades ou qui ont déjà eu un cancer, mais on accepte le risque quand même parce que l'assureur, il se dit au final,
genre, on va rentrer dans notre argent. Là. C'est juste Ouais. ça qu'ils se disent, les assureurs, dans le fond. Puis à quelque part, tu sais, il faut, là, parce que s'ils font pas des bons calculs, ben au moment que tu vas réclamer, l'argent sera pas là, puis la compagnie va s'effondrer, puis il y en aura juste plus d'assurance. Puis là, tout le monde va falloir vraiment que tu te fies juste sur ton argent que tu mets de côté. Mais Ouais. c'est dur de mettre de côté 50 000 d'une shot quand que tu peux payer 30, 40, 50 pièces par mois, puis avoir 50 000 le lendemain si c'est une maladie grave qui se retrouve à ton contrat. Fait que... Lui, il travaille pour la fonction publique. Je sais même pas s'il avait pensé à ça, mais ben, il est tout de suite, il est automatiquement accepté dans son régime d'assurance collective. Fait que ça lui permet d'avoir au moins ça. Par contre, le collectif, il ne faut pas se fier juste à ça, comme qu'il ne faut pas juste se fier aux rentes du gouvernement pour la retraite, ni juste à ta rente de retraite si tu as un régime de fonds de pension. L'objectif, c'est d'avoir des choses qui sont individuelles aussi pour que, justement, si tu veux changer d'employeur, ben tu continues d'avoir des protections, tu continues d'avoir de l'argent de côté pour pas, tu sais, comme on disait, s'obliger à 45 ans de devoir rester là. Mais quand tu as déjà une situation de santé qui est moins bonne ou, tu sais, peu importe les autres inégalités qui peuvent se présenter, ben d'avoir fait un choix comme ça, je trouve que c'est intelligent. Tu sais, le gars, il est genre mi-vingtaine, il a comme 2 immeubles avec un de ses amis, des triplex, il a beaucoup d'argent de côté, comme... Il est seté, là. Ouais. Puis il a une job, il est quand même haut placé pour son âge, là. C'est quand même vraiment impressionnant, là. Puis il continue de faire un cours à l'université par session. C'est impressionnant, vraiment. Puis on a parlé un petit peu, là, rapidement, qu'en ce moment, acheter une maison, quoi que ce soit, acheter une propriété, là. J'ai mentionné plus rapidement que les circonstances en ce moment n'étaient pas nécessairement propices à ça dans un sens, même si l'immobilier est toujours un investissement qui, sur le long terme, rapporte généralement. Est-ce que tu vois des différences quand tu as commencé à être dans le domaine, puis regarder des cas, des gens, tout ça, puis maintenant, tu es encore dans les débuts, mais est-ce que tu remarques une différence depuis qu'on est un peu plus en récession? Pas de manière aussi rapide. Là. Je te dirais, ben, je t'ai dit, mettons, j'ai un de mes clients qui pensait vouloir une maison cette année, puis finalement, il a dit, cet argent-là, je l'utiliserai pas pour ma mise de fonds. Il y a plus de remise en question. Ouais, ça, il y a un petit peu plus de remise en question, tu sais, puis c'est en lien plus avec comme le marché, ce qui est disponible. Ils se rendent compte que ce qu'ils aimeraient avoir, c'est pas disponible ou les taux sont trop élevés, puis fait que ce qui change, mais le marché de l'habitation change énormément. Fait que je te dirais que oui, je suis certaine qu'il y en a des changements puis que je vais en voir rapidement, mais pour l'instant, j'ai pas d'exemple concret. Sauf que l'habitation, c'est une grosse question là, en ce moment. Là. Il manque de logements, la population elle est grandissante. La crise du logement, là. Oui. Ça frappe tout le monde. Oui, puis tu sais, c'est là où je suis un petit peu... souvent le mouton noir avec mes pairs du domaine quand on parle de l'immobilier ou de ces choses-là. Je suis vraiment pas... Puis mon chum, il veut, mettons, qu'on achète un immeuble. Là. Puis moi, quand il me dit ça, je me dis, je me vois être propriétaire, mais parce que j'aimerais pouvoir offrir des logements quand même abordables, puis offrir une vie de communauté aux gens qui habitent dans cet immeuble-là. Puis j'ai dit, tu sais, j'aimerais ça qu'on ait des poules, puis genre un jardin, puis moi, puis comme... De quoi tu parles? Moi, je veux un investissement. Puis je trouve que c'est vraiment problématique, cette culture-là, de genre... oui, l'immobilier, c'est supposé être un investissement, mais tu sais, regarde juste ce qui arrive. Oui, puis aussi, tu sais, c'est encore une fois, c'est un contrat entre des gens, là. Ils devraient se respecter, puis avoir un barème, puis ultimement, ça reste des gens, fait qu'il va toujours y avoir des conflits d'intérêts, mais ben, tu sais, des conflits entre eux autres, puis des valeurs qui vont être changeantes. Mais l'immobilier, je sais pas, ça va s'enligner vers quoi, honnêtement. J'ai quand même... J'ai pas hâte de voir, mais j'espère que les initiatives qui sont à plus grande échelle, comme du Frappru puis ces choses-là, vont arriver à restabiliser le marché. Ouais. Puis, une question que j'aime poser à mes invités en général, c'est des conseils qu'ils se donneraient à eux-mêmes quand ils étaient plus jeunes. Quand j'ai commencé le podcast, j'avais 16 ans, puis je demandais aux invités de parler à leur version d'eux-mêmes quand la personne avait 16 ans. Okay. Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même si tu pouvais rencontrer la Marianne qui avait 19 ans? 19 ans. Qu'est-ce que je me dirais? Hein? Oui. On dirait qu'on voudrait trop y dire d'affaires. Ouais. Ben j'essaie de me remettre à 19 ans.
J'ai quasiment... Parce que dans le fond, moi, quand j'avais 19 ans, je pouvais passer mes permis là. Genre, j'avais comme eu une entente parce que je finissais mon deck. Fait que des fois, je me dis, j'aurais dû les faire là, mais en même temps, je changerais rien à mon parcours en tant que tel. Ouais, tu regrettes rien. Non, mais ce que je dirais à la Marianne de 19 ans, puis à n'importe qui, quand t'es plus jeune, c'est de se bâtir vraiment des bonnes habitudes au niveau de ta santé. Je parle même pas de la santé financière, mais c'est complètement fou l'impact que ça a sur ta santé financière. Quelqu'un, tu sais, comme je parlais de mon chum, là, c'est un athlète, là. Pour moi, là, c'est un athlète, il fait du hockey. Semi-professionnel, en tout cas. J'aime ça parler de lui. C'est cute. Ouais, mais je n'étais vraiment pas quelqu'un qui aimait comme le sport, puis je pensais que j'avais beaucoup de préjugés sur les sportifs, surtout le monde qui joue au hockey, là, et que je riais de mon chum. Les hockey players. Ouais, c'est ça. HP, là. C'est ça, mais la discipline que ça apporte, là, d'avoir des bonnes habitudes de vie comme ça par rapport au sport, fait que la Marianne, 19 ans, je dirais, perds pas ton temps avec des personnes que tu vois, que tu veux pas avoir comme... Dans ton cercle, plutôt. Ouais, c'est ça. Ben, que leur habitude reflète pas qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie. Entoure-toi des gens qui ont le même mindset que toi, dans un ben, sens. Tu sais, c'est correct d'avoir des mindsets différents, mais tu sais, un peu les mêmes valeurs, puis que ce qu'ils disent qu'ils veulent faire, ben ça se reflète dans leur action aussi. Tu sais, il y a beaucoup de gens que ça peut être des beaux parleurs, des choses comme ça. Des grands parleurs, petits faiseurs. Ouais, c'est ça. Fait que vraiment, les habitudes au niveau de la santé, de bien prendre soin de sa santé jeune, là, je pense qu'il n'y a pas de statistiques qui existent, mais je suis sûre que les gens qui ont des bonnes habitudes de santé puis qui ont une bonne santé, leur santé financière est toujours meilleure. Je suis quasiment certaine. J'en avais discuté un peu avec Pierre Lavoie pendant la première saison. Puis on n'avait pas parlé nécessairement de l'aspect financier. Mais on disait à quel point l'investissement en notre propre santé, ça peut juste nous rapporter sur le long terme. Puis dans plein de sphères, non seulement dans la sphère de la santé, mais dans la sphère des opportunités professionnelles, si tu te sens ressourcé, que tu te sens bien, que tu as pris les bonnes décisions pour toi, puis que tu t'es entouré, que tu as comme créé ta routine de soins, je sais même pas comment l'appeler, mais tu sais... Mais prendre l'habitude de t'écouter, puis savoir ce que tu as besoin. Exact. Tu sais, de créer cette habitude-là d'être capable de t'écouter, puis d'écouter ton corps, c'est ce qui fait toute la différence. C'est fou que quelqu'un du milieu des finances me sorte ça, tu sais, parce qu'on dirait que, justement, c'est tellement perçu comme catégorique ou très cartésien comme domaine. C'est fou à quel point même quelqu'un qui est dans le domaine le sait à quel point c'est. Puis je suis certaine, c'est une habitude, la discipline, c'est de la discipline, que ça soit une habitude de t'entraîner à chaque jour ou autre chose. Si tu as été capable d'inclure cette habitude-là, si n'importe quelle habitude tu as été capable de l'inclure dans ta vie puis de la respecter, tu as beaucoup plus de chances que le jour que tu vas démarrer à faire de l'épargne, ça va être la même chose. Ouais. C'est pas la même action, mais c'est la même chose, c'est d'avoir une habitude steady puis de t'y suivre parce que c'est ça, les finances personnelles, c'est à long terme. Là. Puis ouais, moi, c'est vraiment au niveau de la santé. Puis au Québec, on s'en rend un peu moins compte. Au Canada aussi, c'est moins dans notre culture avec la manière dont on fonctionne. Les soins de santé sont couverts pour la plupart du temps avec la REMQ, fait que, on la paye avec nos impôts. Bref, dans la manière que notre société est faite, on a moins un gros impact si on a un problème de santé. Aux États-Unis, tu as un gros accident ou autre, là, ça coûte cher. Tu peux finir dans la rue très rapidement. La descente peut être rapide. Ici, le filet social est un petit peu... Il est plus gros. Je sais pas si le filet social, c'est le bon terme, mais les systèmes, c'est ça, les ressources sont plus disponibles. Tu as plus de plan B. Exactement. Puis, tu sais, moi, je trouve ça bien, mais reste qu'aux États-Unis, je pense que ça l'explique un peu beaucoup de comportements, qu'ils sont plus vers le... prévoient d'avance. Ouais, ou juste comme au niveau des ambitions, des fois, c'est salaire. On jase en ambition. Oui, les ambitions, ils les mettent plus hautes, mais c'est parce que, des fois, quand ils regardent l'autre bord, ils vont moins se faire rattraper s'ils se plantent. Là, ils vont aller, si quelqu'un va aller courir le matin, puis là, je dis États-Unis, il y a plein de problèmes de santé là-bas aussi. Là. Mais je veux dire, reste que quelqu'un qui est au Québec, il se dit ben, si je tombe malade, je vais aller à l'hôpital. Il prend pas pour il se dit pas si je tombe malade, je vais aller à l'hôpital, puis j'ai pas d'argent pour aller à l'hôpital. Il se dit pas ça. Fait qu'on a peut-être moins tendance à le mettre dans nos... on se met des bonnes habitudes de santé parce qu'on se met des bonnes habitudes de santé. Pas parce qu'on le priorise de manière pas parce qu'on se dit ça peut me mettre dans la rue, tu sais, pas d'en avoir. Mais c'est un bon point à apporter parce que pour vrai,
on dirait qu'on prend tout pour acquis que ça va être facile, tu sais, s'il m'arrive de quoi, j'ai telle ressource, je vais être protégée. Puis c'est le fun de penser comme ça parce que oui, c'est rassurant, mais il faut quand même prévoir. Puis c'est pas vrai à 100%. Là. Non, Je veux pas faire ma vendeuse d'assurance qui fait peur puis tout, mais je voyais des articles sur la presse dernièrement, tu sais, d'un homme il a son cancer, puis tu sais, il est pas décédé, puis il va pas en décéder, mais là, il a épuisé ses 26 semaines que le gouvernement du Canada, il donnait de genre 55 % environ de son salaire, puis il y a encore des traitements à faire, puis il se ronge les doigts de pas avoir pris de l'assurance individuelle, puis même l'assurance individuelle en tant que telle, peut-être qu'il aurait pas pris un montant suffisant pour tout couvrir. Tu sais, on peut pas prévoir le temps que ça va prendre de se rétablir et tout, mais c'est sûr que ça leur a amené une plus grande tranquillité d'esprit, là. Mais c'est dur de comme dire ça à quelqu'un qui est en pleine santé puis qui est dans un système qui est habitué que s'il y a quelque chose, il va aller voir, il va aller à l'hôpital. Mais le gars, il va à l'hôpital, là. Mais l'hôpital ne rembourse pas le temps qu'il n'est pas à la job, puis il rembourse pas non plus le parking que sa femme doit aller le voir à tous les jours, puis s'il y a des médicaments qui sont ailleurs qu'au Canada, ça ne le rembourse pas non plus, puis... C'est de là d'où vient beaucoup de GoFundMe, là, en tant que tel. Oui, il faut vraiment prendre tout ça en considération puis réaliser, dans le fond, qu'il y a plus de risques que ce qu'on pense. Puis... Oui, puis c'est que, tu sais, on parle finance, l'argent qu'on fait, tu sais, c'est du temps qu'on met là-dedans, puis très rapidement... Une fois qu'on a commencé à accumuler beaucoup d'actifs, ben on pense des fois... on dit, là, il faudrait que je protège mon actif. Tu sais, là, s'il m'arrive quelque chose, je voudrais pas aller piger dans mon épargne, je voudrais pas avoir à vendre ma maison. Mais même avant ça, puis même après ça, ton plus grand actif, ça sera jamais ta maison, ça sera jamais ton auto, ton entreprise. Je l'avais dit dans un autre balado, puis j'ai eu beaucoup de retours là-dessus, mais ton plus grand actif, ça va toujours rester ta capacité à générer des revenus. Puis ça, c'est quoi? C'est ta santé. Ouais. T'sais. C'est vrai. J'aurais pas pu dire mieux. Honnêtement, c'est tellement vrai. Puis peu de gens s'en rendent compte de l'importance de la santé. Ou on le sait tous inconsciemment. Mais après, est-ce qu'on va vraiment genre ajouter des habitudes de vie pour venir en aide à notre santé ou nous supporter nous-mêmes dans un sens, nous protéger? C'est là après que c'est important d'y penser. Ben oui, puis ça a l'air gros, mais tu sais, ça peut se faire par petites bouchées, ben là, oui, exact. comme je dis. C'est comme si c'est un grand mammouth, puis tu sais, le mammouth, il faut que tu le tues à coups de petites flèches, mais à un moment donné, tu vas y arriver, tu sais, puis faut commencer quelque part pour commencer à apprendre, tu sais, toutes les façons de procéder à travers ça. Puis c'est tellement beau de voir quelqu'un, genre, grandir dans sa liberté financière, là. Mettons, j'ai des clients, en plus, que je commence à être capable de voir un peu c'est quoi qui va se passer, tu sais, qui commencent à épargner, qui avaient déjà un bon montant d'épargner, puis que là, ils commencent à investir, parce que l'épargne puis l'investissement, vraiment deux choses. Oui, c'est quand même complètement clair. distinct. Ouais. Puis, tu sais, surtout quand tu as déjà amassé un bon montant d'épargne puis tu n'as jamais investi, là, c'est stressant pour toi de te dire, là, je l'envoie ça dans le marché, puis, tu sais, il peut y avoir de la volatilité. Fait que, tu sais, j'ai des clients que je voyais qu'il y avait une tolérance au risque assez élevée, que, tu sais, leur horizon de placement était pour dans longtemps. Plus ton horizon de placement est élevé, plus que ta tolérance au risque est élevée aussi, parce que tu as le temps que le marché aille mal 15 fois avant que ça relève, puis que le jour que tu sors ton argent, tout aille bien. Mais tu sais, il y avait une bonne tolérance au risque. Il y avait déjà son fonds d'urgence, tout. Mais il était quand même hyper stressé. Fait que même si, selon le questionnaire que j'y donnais, je pouvais mettre beaucoup de croissance dans son portefeuille, on est allé dans quelque chose d'hyper, hyper, hyper sécuritaire. Puis là, il m'appelle cette semaine. Puis il me dit « Hey, Marianne, j'ai commencé à écouter... je me suis abonnée à Live. Je sais pas si tu connais. » Ça me dit rien comme ça, mais le nom me dit quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. C'est une entreprise de fintech. Ils ont un podcast aussi. Ça s'appelait Liberté 45 aussi. C'est quand même des amis à moi. Je suis allée à leur podcast quelques fois. Puis ils font du contenu, encore une fois, sur toutes ces choses-là. Puis il me dit, ouais, puis là, j'ai commencé à lire un peu sur le S&P 500. Puis là, je voulais t'en parler. Puis je pense que je pourrais avoir une tolérance au risque quand même plus élevée. J'étais comme, cool, je suis contente que tu dises ça. Puis oui, puis c'est le fun d'accompagner ces gens-là. Puis je suis capable de voir déjà son futur que... Genre, ça va bien aller. Ouais. Il va en avoir des affaires tough qui vont arriver dans sa vie, mais... Ça va bien aller, peu importe, avoir cette sécurité-là. Ben, c'est ça. C'est sûr que je peux pas tout gérer, mais comme tous les éléments sont là pour que ça se passe bien puis que ces projets aillent à terme. Là. Ouais.
Ben parfait. Écoute, on arrive bientôt à 1 heure. J'ai Si tellement on est parlé. déjà à 1 heure de Je pense qu'on pourrait parler J'ai là, pendant l'impression de des t'avoir heures. coupé tout Mais le non, long. ben non. J'étais Vraiment tellement contente, pas, genre... Au contraire, tu sais, je suis certaine aussi que tes conseils vont extrêmement résonner auprès des auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Merci beaucoup à toi, pour vrai, Merci de d'avoir l'invitation. participé au podcast, de nous avoir partagé tes conseils. Je pense que c'était un bon petit wake-up call aussi aux gens qui n'ont pas encore pensé à leur sécurité financière, penser à avoir quelqu'un pour chapeauter ça puis les guider à travers tout ça, puis à quel point c'est important. Fait que merci beaucoup pour ton passage, pour ton temps, pour notre discussion. Puis pour ceux qui nous écoutent présentement, je vous invite à aller suivre le podcast sur Instagram, YouTube, Facebook et TikTok pour encore plus d'exclusivité. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du Jason Ambition. Ciao! Bye bye!